Merci, Monsieur le Président. Mon intervention est en français, en deux grandes parties. Je consacre la première partie à la critique des théories existantes et la deuxième partie aux pratiques de mesure. Quelques questions stratégiques qui structurent ma présentation. Quelle est la nature de la pauvreté? Alors, je crois que ça a été couvert par la présentation de M. Adib Neema. Est-ce qu'elle est sociale, est-ce qu'elle est naturelle, etc. Il y a un débat là-dessus. Comment la rendre intelligible? Comment la mesurer? Et enfin, quelles sont les implications politiques qui découlent de chaque conceptualisation? Je vais parler de trois grandes catégories, c'est-à-dire les présupposés philosophiques et méthodologiques de 5 approches, et puis des réponses politiques préconisées, et ensuite de la méthodologie. Donc pour l'approche monétaire néolibérale, il considère la pauvreté comme une responsabilité individuelle, due essentiellement à l'incapacité des pauvres, ou à leur productivité marginale. L'approche des capacités d'Amartya Sen définit la pauvreté comme l'incapacité à fonctionner, tandis que l'approche de privation relative, Herman Nisby, se réfère à la pauvreté comme... Tandis que l'approche de privation relative considère quelqu'un est pauvre quand elle est incapable d'accomplir les rôles sociaux que la société attend de lui, et en raison d'un accès inégal aux ressources disponibles. L'approche d'exclusion sociale définit la pauvreté comme une rupture avec la société, dans certaines écoles, tandis que d'autres mettent l'accent sur les comportements déviants par rapport à ce qui est considéré comme étant normal. Il y a une approche qu'on appelle structure sociale d'accumulation, l'approche marxienne structure sociale d'accumulation, qui est très différente de l'approche orthodoxe marxiste et qui considère que la pauvreté trouve ses fondements dans les configurations institutionnelles, juridiques, historiques, qui favorisent l'accumulation du capital et qu'il y a un dysfonctionnement au niveau de la redistribution. Enfin, les approches postmodernes ou participatives critiquent la manière dont les sciences sociales étudient la pauvreté. Elles considèrent que le problème est dans les sciences sociales mainstream, sciences sociales dominantes, qui ne donnent pas la voix aux pauvres eux-mêmes, qui sont les seuls à être en mesure de parler de la pauvreté. En ce qui concerne les réponses politiques, je vais aller un peu plus rapidement. L'approche monétaire néolibérale qui est très largement utilisée dans le monde, promue par la Banque mondiale, et préconise des politiques comme l'ajustement, la libéralisation du marché. En gros, il met l'accent sur la croissance économique comme étant la principale réponse politique et qui conduirait en quelque sorte à la réduction automatique de la pauvreté. Quant à Amartya Sen, il préconise l'accessibilité aux services semi-publics comme l'éducation et la santé pour améliorer les capacités des individus. La privation relative préconise la protection sociale universelle. L'exclusion sociale vise à briser le cycle d'exclusion par la transformation politique et le renouvellement du contrat social. Tandis que l'approche marxienne SSA considère qu'il est possible de réduire le conflit de classe par l'établissement d'institutions nouvelles, contrairement à l'approche marxiste orthodoxe qui ne voit de solution que dans l'abolition radicale des classes. Les approches postmodernes aussi préconisent la critique et visent à briser l'hégémonie de l'épistémologie dominante. Dans ce cas particulier, on peut parler de l'économie orthodoxe, qui est très sévèrement critiquée par ces approches. Et enfin, la méthodologie. Les approches monétaires, ils observent la pauvreté à l'aide de données empiriques, notamment en termes de consommation et de revenus de ménage. L'approche des capacités peut se mesurer à travers des indices composites, incluant des services de base comme l'éducation, la santé, etc.
tandis que l'approche de privation relative peut mesurer la pauvreté à travers des indicateurs quantifiables, non dans l'absolu, mais selon ce qui est considéré comme étant nécessaire dans chaque société. Les approches postmodernes font appel aux méthodes participatives et localement conceptualisées, c'est-à-dire que la voix des personnes considérées pauvres est importante dans les questions de mesure de la pauvreté. Tandis que de plus en plus, on parle d'approches multidisciplinaires, c'est-à-dire que la vérité se trouve quelque part au milieu et que chacune de ces approches apporte quelque chose de pertinent. Je vais rapidement parler de l'état des lieux, où se situe le Maroc par rapport à ces approches. Je crois qu'il y a des similitudes dans les pays du Maghreb. C'est essentiellement l'approche monétaire qui est utilisée selon la dépense par tête au sein des ménages, avec des seuils qu'on peut considérer comme étant très conservateurs et qui sont inspirés de l'approche de la Banque mondiale. On peut considérer que selon cette pratique de mesure, la pauvreté a beaucoup diminué entre 1991 et 2007, mais la pauvreté des enfants, puisque c'est l'objet de ma présentation, a toujours été plus élevée que celle des adultes. Mais si l'on souscrit à l'hypothèse comme quoi la croissance économique est la solution ultime pour la pauvreté, on peut, à travers ces chiffres, être d'accord avec cette hypothèse, mais on prend en compte les autres dimensions de la pauvreté à travers des indicateurs alternatifs. Ce que je propose ici, c'est de considérer 3 différentes manières de mesurer la pauvreté. La première, c'est la pauvreté monétaire, telle qu'elle est officiellement utilisée. Et la deuxième, à travers la construction d'un indice de privation multiple. Et ensuite, considérer le chevauchement entre ces deux espaces et de voir cette méthodologie permet de visualiser différents groupes de personnes considérées comme étant pauvres. Les questions de recherche, rapidement, il s'agit de profils des enfants considérés comme pauvres par rapport à chaque mesure, et comment ce profil change d'une mesure à une autre, quel est le niveau de chevauchement et quelles sont les implications politiques qu'on peut tirer de cette analyse. Les sources de données pour cet exercice, j'ai utilisé les données de l'enquête nationale des niveaux de vie de ménage de 2007. L'échantillon final inclut 13 544 enfants, etc. Pour la méthodologie de la construction de cet indice, je vais essayer d'être bref. J'espère que j'ai encore un peu de temps. L'indice est composé de 9 indicateurs et initialement j'ai inclus 10 indicateurs considérés pour être intégrés dans l'indice, mais préalablement à cette étape, j'ai procédé au test de validité et de fiabilité des indicateurs. Et l'un des points faibles de l'approche d'Oxford dont a parlé M. Adib tout à l'heure, c'est qu'ils intègrent des indicateurs sans les soumettre au test. Est-ce qu'ils ont une pertinence par rapport à la pauvreté? Et est-ce qu'il y a un lien évident avec le principal concept de pauvreté qu'on opérationnalise à travers ces approches? Donc les dimensions sont soumises aux restrictions de données disponibles, mais elles servent ici pas pour dire que c'est ça le vrai visage de la pauvreté au Maroc, mais c'est pour tester une méthodologie. Donc il y a le logement et les conditions d'habitat, l'éducation, la santé et la protection sociale, les biens durables et équipements, et l'information, l'accès à l'information. Les indicateurs, de manière précise, est considéré comme pauvres dans la dimension logement les enfants qui vivent dans un logement non destiné à un usage résidentiel, comme les bidonvilles, etc. Les enfants qui vivent dans un ménage où il y a plus de 3 personnes par chambre,
l'assainissement, manque d'assainissement, l'eau potable, les enfants qui vivent dans un ménage où la source d'eau potable la plus proche se trouve à plus de 15 minutes de marche, l'électricité, l'éducation, la consultation médicale, la protection sociale, essentiellement l'assurance maladie, et l'accès à l'information et aux biens durables. Donc je ne vais pas m'attarder là-dessus, je donne un exemple rapide de comment la validité de ces indicateurs a été testée. Ici, c'est les enfants qui ne sont pas privés de cet indicateur, je crois c'est éducation, et les enfants qui sont privés selon le niveau de dépenses de ménage. Et on remarque qu'il y a une différence entre les enfants privés, où la dépense de leur ménage est nettement inférieure à la dépense de ménage des enfants qui ne sont pas privés. Et un exemple d'un indicateur qui n'est pas valide, c'est celui de la consultation médicale, où le niveau de dépense des ménages se chevauche, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence nette entre les deux groupes d'enfants. Donc c'est une des méthodes de validation, mais il y en a plusieurs évidemment. Pour la fiabilité, c'est en gros, il s'agit de voir s'il y a une intercorrélation entre les différents indicateurs. Est-ce qu'ils, ensemble, est-ce qu'ils mesurent le même concept sous-jacent qui est, dans ce cas, la privation multiple. Et l'indice final, on peut voir ici qu'il a une certaine pertinence, puisque de 0, c'est-à-dire des enfants qui n'ont aucune privation, jusqu'à 9, on voit qu'il y a une baisse de la dépense des ménages et que cet indice est fortement corrélé avec le niveau de contrôle des ressources financières par les ménages. Je vais aller directement à quelques résultats. Contrairement à l'approche monétaire qui ne donne lieu à un seul groupe, là on voit qu'il y a 5 groupes, c'est-à-dire d'abord les enfants qui sont uniquement pauvres sur le plan monétaire, c'est 11% en 2007, les enfants qui font face à au moins 3 privations parmi les 9 que je viens de présenter, 38%. On voit qu'il y a une nette différence entre les deux. Et puis les enfants qui font face à la fois à la pauvreté monétaire et à la privation multiple, c'est 9%. Les enfants qui sont pauvres sur le plan monétaire mais ne font pas face à la privation multiple, 2%. Et enfin, et c'est ça le groupe le plus intéressant parce qu'il n'apparaît pas dans les statistiques de pauvreté monétaire, c'est les enfants qui ne sont pas pauvres monétaires mais qui ont des conditions de vie difficiles, et c'est 29%. Là, c'est très rapidement, c'est l'évolution du PIB par tête au Maroc. On voit qu'il y a une évolution qui se traduit en quelque sorte dans la diminution de la pauvreté monétaire, mais qui n'apparaît pas qui paraît ne pas avoir un effet important sur la pauvreté en conditions de vie. Même si on constate que le PIB par tête a augmenté, il n'y a pas d'augmentation proportionnelle au niveau des conditions de vie. Là, je vais sauter quelques... OK. Pour les conclusions, il y a deux choses. Comment faire? Il y a deux types de pratiques dans le monde, soit l'assurance sociale, ce qu'on appelle la protection sociale, soit l'assistance sociale. Et là, il y a un débat. L'assistance sociale cible uniquement les pauvres. On fait que concevoir des programmes pour les pauvres. Et on voit que ce n'est pas évident de définir qui sont les pauvres. Et donc, il y a toujours des erreurs de ciblage. De l'autre côté, il y a les politiques de protection sociale qui ne ciblent pas les pauvres, mais qui visent l'universalité. C'est-à-dire qu'il y a une politique de protection contre les risques qui sont prévisibles, comme la maladie, comme le chômage, etc. Et que les théories qui plaident pour la protection sociale, sont beaucoup plus efficaces en termes de réduction de la pauvreté, même s'ils ne ciblent pas directement les pauvres. Et l'exemple des pays européens est très significatif là-dessus, puisque depuis la Deuxième Guerre mondiale, où ces programmes de protection sociale universelle ont été appliqués en Europe, le taux de pauvreté a été maintenu au niveau minimal. Et donc, moi, je crois qu'il faut aller vers les politiques de protection sociale parce qu'ils ont un caractère transformatif
et non vers les programmes d'assistance sociale qui ne font que soigner les symptômes de la pauvreté et non les origines de celle-ci. Merci beaucoup.